Alors nous allons corriger l'exercice, la question 4 de l'exercice 2. C'est de loin la question, je trouve, la plus intéressante et la plus riche dans la recherche de convergence ou divergence d'une intégrale impropre qu'on fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Le domaine de continuité n'est pas si simple que ça à établir. On va voir que c'est impropre en deux endroits. Enfin, c'est vraiment un exercice très riche qu'il faut connaître. Donc, commençons par vouloir établir le domaine de continuité. On a tout simplement que la fonction ln, elle est continue. Elle est continue comme si elle est l'extérieur du polynôme. Ça, plante, ok. On est reparti. Donc on va commencer par établir le domaine de continuité de ces fonctions. Pour ça, on va commencer par parler de la fonction 1 moins t carré, donc t qui donne 1 moins t carré, qui est elle continue sur R en tant que polynôme. On a la fonction ln qui, elle, est continue sur R plus étoile. Donc par composé, si ici pour une fois je travaille pas par ensemble mais par condition, la fonction t qui donne ln de 1 moins t carré et continue sur l'ensemble, sur un ensemble A. Je pourrais mettre mon ensemble de référence qu'on connaît, mais sur un ensemble A, qui est l'ensemble en fait qui vérifie quoi, tout simplement. Les conditions de A, c'est que on doit être dans le domaine de T, donc il faut que l'ensemble, le réel T, appartienne à R, et il faut que 1 moins T carré appartienne aussi à R plus étoile. Ce sont les deux conditions pour avoir une composée. Donc c'est la deuxième qui va nous poser des soucis. 1 moins T carré strictement positif. C'est un petit calcul de delta, mais on peut voir que les racines de ce polynôme, je ne peux même pas faire delta, mais c'est facilement t plus et t moins qui sont plus ou moins 1. Donc on est du signe de A à l'extérieur des racines, donc cette fonction elle est positive uniquement au milieu des racines. Donc 1 moins t carré est dans R plus étoile, si et seulement si t lui appartient tout simplement à l'intervalle moins 1, 1. Je vais sur les calculs si le delta a été un peu rapide, mais il n'y a rien de méchant. Donc au final, la fonction ln de 1 moins t carré, si je rajoute un t donne, cette fonction elle est continue sur l'intervalle moins 1, 1. Si elle est continue sur l'intervalle moins 1, 1, ça nous dit déjà qu'à cause du numérateur, cette intégrale est impropre en 1. Ok, donc là j'ai même à peine géré que le numérateur, on va continuer avec le dénominateur. Hop. Allons-y pour le dénominateur. On sait que la fonction donc t donne racine de t, elle est continue sur R+. On sait que la fonction donc t donne ln de t, donc ln carré de t, on va parler de ça directement, elle est continue sur R plus étoile. On garantit déjà que le dénominateur aussi est impropre en 0. On va vérifier le reste. Par quotient et produit, vu qu'on va faire le produit des deux, par quotient et produit. On va avoir tout simplement que la fonction qui a t donne 1 sur racine de t, ln de carré de t, et continue, d'après ce qu'on vient d'écrire sur... pareil, on va parler par condition sur un ensemble B, là, si ça vérifie tout simplement, il faut que ça vérifie plein de choses, il faut que t appartienne à R+, par rapport au premier domaine, il faut que t appartienne à R plus étoile à partir du deuxième domaine, et la troisième condition, c'est il faut que racine de t, ln carré de t, soit différente de 0. Or, racine de t, ln carré de t égale à 0, puisque c'est un produit, c'est équivalent à ce que racine de t égale 0 ou ln de t égale 0, ln carré de t, mais du
coup ça fait ln de t égale 0. Et donc ça, c'est équivalent à ce que t égale 0 ou t égale 1. Donc le dénominateur, la fonction qui est là, si je l'appelle g, g, elle, va être uniquement continue sur r plus étoile inter, donc ça va faire du 0, 1, union 1 plus l'infini. Là, j'ai fait un vrai domaine de continuité, j'étais trop loin, on pouvait faire moins que ça, mais au moins, on a toutes les infos à notre disposition. Donc le numérateur est continu sur 0, 1, donc au final le quotient, le dénominateur est continu sur ça, donc au final la fonction f, donc qui a t associe ln de 1 moins t carré sur racine de t ln carré de t, pour ce qui nous intéresse, on peut uniquement dire qu'elle est continue sur 0, 1, ouvert en 0, ouvert en 1, il n'y a pas d'autre problème que ça. L'intégrale est donc impropre en 0 et en 1. On va devoir étudier non pas une convergence d'intégrale, mais deux convergences. On sépare. Donc forcément, il faut se placer quelque part entre les deux. On va regarder l'intégrale de 0 à 1,5 de ln de 1 moins t carré sur racine de t ln de carré de t dt. Et on va regarder l'intégrale de 1,5 à 1 de ln de 1 moins t carré sur racine carrée de t ln carré de t dt. Alors, petit bug, on va reprendre. Donc bien sûr, la première chose qu'il y a à faire, c'est d'essayer d'étudier cette intégrale sur 0,1,5, enfin sur l'un des deux intervalles. La première chose que j'ai oublié de rappeler dans les autres exercices où c'était à peu près évident, mais qui ici est faux, donc il faut faire attention à ça, c'est de vérifier le signe de cette intégrale, enfin de la fonction sur l'intégrale. Ici, f de t est négative ou nulle sur tout simplement l'intervalle 0,1, je vais même décider comme ça sur 0,1, ouvert en 0, ouvert en 1, tout simplement à cause du ln qui est au numérateur, on a un ln petit cœur, donc ça c'est négatif, et au dénominateur tout est positif. Donc, on va étudier la convergence de l'intégrale de 0 à 1,5 de valeur absolue de f de t dt, c'est-à-dire qu'on passe en convergence absolue. Alors, pour étudier la convergence absolue de ce terme-là, on va mettre des valeurs absolues, bien sûr, mais on pourrait directement se comparer à une intégrale de Riemann et mettre du t puissance alpha, mais je pense que ça n'apporte pas grand-chose, encore une fois, tant qu'on n'a pas compris quel est l'ordre de grandeur de ce terme. Alors, l'ordre de grandeur de ce terme vient tout simplement de comprendre ce qui se passe. Donc, en bas, plutôt que mettre un égal, je vais plutôt effacer, mettre un équivalent. On veut juste comprendre ce qui se passe. Au dénominateur, la valeur absolue déjà ne sert à rien. On l'a uniquement mis pour le numérateur. Donc cette valeur absolue, on va pouvoir dire qu'elle est équivalente quand t tend vers 0. Le dénominateur, rien ne change. Le ln carré est positif, donc rien ne change. Le numérateur, c'est là où tout va se jouer. On a un ln, on a t qui tend vers 0, donc le ln est au voisinage de 1. S'il est au voisinage de 1, on peut appliquer son développement limité. Si on applique son développement limité en termes d'équivalence, c'est le premier terme non nul du développement limité. Donc le premier terme non nul du développement limité, c'est moins t carré. Puisqu'on passe en valeur absolue, ça fait du t carré. Et ce qui au final va faire du t carré moins 1,5, si on commence à faire ça en puissance 1,5 au numérateur, ln carré de t. Donc ceci se comporte comme du t puissance 3,5 sur ln carré de t. Alors clairement, maintenant, on peut essayer de se comparer à une intégrale de Riemann pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc maintenant, si on fait valeur absolue de f de t divisé par 1 sur t puissance alpha, donc ce qui fait faire du t puissance alpha valeur absolue de f de t, c'est équivalent, quand t tend vers 0 par le calcul précédent, à du t puissance alpha plus 3,5 sur ln carré de t. Donc maintenant l'idée c'est uniquement de comprendre comment évolue ce terme-là et est-ce qu'on peut le faire évoluer comme cela nous intéresse. Donc on va effacer tout ce qui est au-dessus et on va repartir de ce résultat-là pour voir ce qu'on peut dire. Donc je vais le garder en tête, on va le reprendre.
Donc la première chose, c'est de trouver la limite de cette chose-là en fonction de alpha. Donc on a du... Je vais mettre le stylo, voilà. Donc on avait du t puissance 3 demi moins plus alpha que divise ln carré de t. Alors, on va chercher la limite de ce truc-là, et la limite de ce truc-là, ça va être assez simple, ça va tendre quand t tend vers 0, on va dépendre de plein de choses, mais du moment que la puissance ici est positive ou nulle, ce terme-là tend vers 0 ou 1, divisé par un ln qui tend vers moins l'infini au carré, c'est du 1 ou du 0 sur plus l'infini, donc la limite va forcément être 0 par règle sur les limites, si 3 demi plus alpha est positif. Alors si alpha est négatif, maintenant on va avoir une puissance négative en haut, donc quelque chose qui tend vers plus l'infini. Par croissance comparée, cette limite va faire plus l'infini, le ln perdant. Si donc 3 demi plus alpha est strictement négatif. Bon, on va voir que c'est plutôt le deuxième cas qui nous intéresse, parce que le deuxième cas est vrai dès que si alpha est plus grand que moins 3 demi, ce qui gère quand même beaucoup de situations, on va avoir que f de t en valeur absolue est négligeable quand t tend vers 0 par rapport à 1 sur t puissance alpha. Notamment si on prend alpha égale 1,5 qui se trouve qui est bien plus grand que moins 3,5 et plus petit que 1, pour alpha égale 1,5, l'intégrale de 0 à 1,5, alors dans le cours c'est 1, mais ici on peut, comme on est sur une intégrale sur 0,5, on peut parler de l'intégrale de 0,5 de 1 sur racine de t dt converge. Une fois c'est une intégrale de Riemann par critère de négligeabilité. L'intégrale de 0 à 1,5 de f de t dt converge. On a fini avec cette convergence là. Il y avait, c'était un tout petit peu calculatoire, il fallait faire attention, mais rien de très méchant. Maintenant, on va aller considérer ce qu'il se passe au niveau de 1. Alors, au niveau de 1, donc maintenant on va étudier bien sûr, on étudie tout simplement l'intégrale de 1,5 à 1 de ln de 1 moins t carré sur racine de t ln carré de t dt. Et donc, pour étudier ça, bien sûr, on va, encore une fois, je pense qu'il faut mieux d'abord comprendre l'ordre de grandeur de ce terme-là et le simplifier un tout petit peu plutôt que se comparer directement à une intégrale de Riemann. Alors, le problème sur ce terme-là, on va voir qu'il y a un truc utile à faire ici. On pourrait faire sans, mais ça a l'air bien utile. Le numérateur, t tend vers 1, donc ce ln, en fait, est un ln au voisinage de 0. La racine ici est au voisinage de 1. Le ln est au voisinage, donc le t est au voisinage de 1, donc le ln est au voisinage de 0. Donc on a bien du 0 sur 0, une forme indéterminée. Il faut lever l'indétermination. Ce qui pose le plus de problèmes ici, c'est le ln carré de t ici en bas, qui est au voisinage de 1. On contrôle bien un ln de t au voisinage de 1 grâce à son développement limité. Le problème, c'est que nous, le développement limité, on l'a en 1 plus x. Donc il pourrait paraître ici utile, alors de faire attention un tout petit peu, mais de se ramener en 0, comme on le fait souvent. Et donc de poser t égale 1 moins x. Alors pourquoi 1 moins x? Vous pouvez poser 1 plus x, mais votre x est négatif. On tend vers 1 par valeur inférieure, donc on est plus petit que 1, d'où le moins x. Donc si je pose t égale 1 moins x, x tend, donc qui est égal forcément à x, il est égal à 1 moins t, tend quand t tend vers 1, vers 0. Donc je peux en noter ma quantité par rapport à ça, ça va me faire du 1 moins x au carré, divisé par racine de 1 moins x, ln carré de 1 moins x. J'ai déjà cette quantité. Alors j'ai oublié de le repréciser, mais cette quantité est négative, donc on va passer en valeur absolue en tout cas pour ne pas s'embêter sur les signes derrière.
Donc ça va me faire de la valeur absolue de ln. Alors il faut que je calcule dedans. Donc je vais avoir du 2x et du plus x carré en valeur absolue. X tend vers 0. Hein. Et en bas, je vais avoir donc racine de 1 moins x. Et j'ai pas simplifié, donc je peux faire l'utiliser le DL. Si j'utilise le DL, ça va me faire du moins x plus petit o de x au carré. Donc on va pouvoir passer aux équivalents hein, pour pas trop s'embêter. Bon, je ne l'ai pas écrit, je saute une étape intermédiaire. Il est à peu près évident que le numérateur est équivalent à ln de 2x. Si vous factorisez par 2x dans la parenthèse, vous allez obtenir du 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Donc qui ne va pas nous gêner. Donc le numérateur est clairement équivalent à ln de 2x. En bas, la racine, quand x tend vers 0, la racine elle est équivalente à 1. Pas besoin de s'embêter plus avec ça. Et la parenthèse, clairement, quand on fait ça, c'est équivalent à du x carré. Donc ça, c'est équivalent quand x tend vers 0 à du ln de 2x sur x carré. Donc maintenant, on peut essayer de se comparer uniquement maintenant à du... Donc bien sûr du ln de 2x, c'est vrai, je peux aussi me simplifier la vie. Ça fait du ln de 2 plus lnx. Donc ça, c'est équivalent encore à du lnx. Le ln de 2 n'important rien quand l'autre va vers l'infini. À x carré quand x tend vers 0. Donc maintenant que j'ai l'ordre de grandeur de mon terme, je peux essayer de comprendre vers si l'intégrale est convergente ou non. Donc pour ça, je vais me recomparer à une intégrale de Riemann. Donc on a un terme qui va être en ln de t sur t carré... pardon. Je me suis ramené à du x qui est en 0. Donc je vais diviser ça plutôt par du 1 sur x puissance alpha avec x qui tend vers 0. Donc ça va me faire forcément du x puissance alpha moins 2 valeur absolue de lnx qui tend, quand x tend vers 0, il faut connaître la limite de ce truc là, il faut regarder, donc ça tend vers plus l'infini. Si la puissance ici est strictement positive, on est en 0, donc on a de la croissance comparée. Donc on a 0 par croissance comparée si alpha strictement plus grand que 2, donc si alpha moins 2 strictement positif. Si alpha moins 2 vaut 0, ça fait plus l'infini. Si alpha égale 2. Et maintenant, si la puissance est négative, ça va faire du plus l'infini divisé par 0, qui va encore aller méchamment vers plus l'infini. Donc ça va faire du plus l'infini si alpha est strictement plus petit que 2. Donc là, on peut regarder ce qui se passe pour les résultats qu'on peut écrire. Si on veut écrire ça en termes de résultats, ce qu'on va pouvoir écrire, c'est que notre fonction, si je l'appelle f, valeur absolue de f de t, est un petit o quand f de x plutôt maintenant. On va reprendre ça. Hop. Alors, ce qu'on peut donc écrire, c'est que notre quantité, tout simplement, je vais pas donner de nom, donc je vais l'appeler h de x qui vaut la quantité valeur absolue de ln de x sur x carré. Cette quantité, h de x, elle vérifie par le calcul précédent que h de x est négligeable quand x tend vers 0 devant 1 sur x puissance alpha, dès que alpha est plus grand que 2. Et on a... c'est pas du h de x qui va apparaître ici, du coup, c'est plutôt l'inverse. On va avoir du 1 sur x puissance alpha, qui va être négligeable quand x tend vers 0 par devant h de x, dès que alpha est strictement inférieur ou égal à 2. Donc, est-ce qu'on peut utiliser ces résultats-là? Quand alpha est plus grand que 2, on est en 0. Cette intégrale-là est divergente. On est en train de dire que h est plus petit que quelque chose qui diverge. Ce résultat-là est correct, mais inutile.
Quand maintenant alpha est plus petit que 2, cette intégrale-là, si alpha est encore plus petit que 1, c'est convergent, ça ne nous intéresse pas. Par contre, si alpha est compris entre 1 et 2, ceci est divergent, h de x est plus grand que quelque chose de divergent, donc on va pouvoir conclure. Alors, hop. On va voir que le critère d'équivalence ici va être vraiment utile dans le cas divergent. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire pour conclure maintenant? On va écrire tout simplement que si par exemple alpha est égal à 3/2, on a h de x qui est égal quand x tend vers 0, qui est un petit taux, quand x tend vers 0 de 1 sur x puissance alpha, avec l'intégrale de 1 sur x puissance alpha dx, alors on a au voisinage de 0 ici, intégrale de 0 à 1 qui diverge, encore une fois c'est Riemann. Donc l'intégrale de 0 à n'importe quel nombre a, alors vous pouvez mettre 1, vous pouvez mettre 1,5, je m'en fiche ici, de h de x dx diverge. Alors h de x c'est pas notre fonction de référence, mais nous on sait que h de x c'est équivalent quand x tend vers 0 à la quantité f de 1 moins x qui est en fait f de t. Et donc puisque cette intégrale là diverge en 0, qui est égal à f de t avec t qui est égal à 1 moins x qui tend vers 1, donc tout simplement on peut en déduire que l'intégrale de 1,5 à 1 de f de t dt diverge, puisque la fonction évolue de la même façon que le h de x en 0. L'autre façon, c'est d'écrire les choses un tout petit peu différemment, mais c'est que quand t tend vers 1, f de t est équivalent non pas à h de x, mais à h de 1 moins t, et ça, c'est bien une intégrale divergente quand t tend vers 0, parce que celle-ci était divergente. Mais c'est la même chose. Bref, la deuxième intégrale n'est pas absolument convergente. Alors on n'a pas prouvé la divergence, mais n'est pas absolument convergente. C'est tout ce qu'on vous demande quand on a un exo comme ça basique. Donc, alors on peut conclure. Mince. Faut que je sois dans le cadre. Donc, l'intégrale de 1,5 à 1 de f de t dt n'est pas absolument convergent. On conclut juste donc que l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt n'est pas absolument convergent. Clairement, puisque cette intégrale est tout le temps négative, on est passé en valeur absolue, on va même conclure à ça. C'est vrai que pour moi, là, vous avez fini l'exo, on peut arrêter, mais ici, je vais conclure en plus. F de t étant de signe constant, la convergence de l'intégrale de f de t dt, c'est égal en fait tout simplement à moins l'intégrale de f de t dt. Donc, l'intégrale de 1,5 à 1 de f de t dt diverge, et l'intégrale de 0 à 1 au total de f de t dt diverge. Voilà pour cet exercice, un peu long, un peu technique, mais justement c'était pour montrer un truc très très riche qui permet de faire beaucoup de choses. Voilà.